on va oser la paix ce soir. C'est le titre du livre de Pierre-Olivier Poyard qui Oui. découvrira un peu plus tard. Pour l'instant, nous sommes avec le mouvement de la paix et avec alors Yves-Jean Gallas, président du Conseil francilien du mouvement de la paix. On va parler de ce mouvement de la paix. Il a été fondé en 1948, je crois, par un, par un résistant. Par non, tout un ensemble de résistants, notamment membres du Conseil national de la résistance, qui étaient partis du principe qu'ils étaient unis, quelle que soit leur religion, leur appartenance politique, leurs valeurs, etc., contre les nazis, et qu'ils voulaient continuer de la même manière à se battre pour la paix. Oui, donc le C'est un premier, peu. il y a marqué Charles Tillon, Tillon avec deux L. Il y a eu un congrès des peuples pour la paix qui s'est fait en 1948 à Wrocław, je sais pas où ça se trouve, et ça s'appelait au début Non. les combattants de la liberté, et c'est devenu après le mouvement de la Oui, paix. effectivement, Charles Tillon est un de ceux qui ont participé à ça, mais c'est surtout Yves Farge avec Léo Braque euh, qui sont plus connus que Charles Tillon. En plus que Charles Tillon, après, il a eu quelques petits ennuis avec le Parti communiste. Donc, c'est surtout Yves Farge. Enfin, je ne sais pas si on rentre dans les détails, mais je pense que c'est important de surtout parler des gens les plus connus. Alors, vous êtes quand même représenté en France, il y a 188 comités répartis sur toute la France. C'est aussi présent dans d'autres pays et avec des autres organisations pacifiques. Vous avez beaucoup de partenaires sur votre site. Et là, on fait cette émission parce que ce samedi 25 février 2023, il va y avoir pas une manifestation, enfin un rassemblement statique qui va se passer à Beaubourg euh, à partir de 15 heures, je crois, sur C'est l'esplanade ça. de Beaubourg. Si vous prenez Ah, Beaubourg devant vous, c'est juste sur la droite, à côté de Beaubourg. c'est ça. C'est la place Michelet. La place Edmond Michelet, qui est donc sur la route entre le centre Pompidou et les Halles. Oui, de toute façon, on nous trouvera. Donc, c'est Oui, statique, c'est à partir de 15 heures. Et il y a aussi une pétition qui va être signée à ce moment-là ou en ligne, qu'on demande à tous ceux qui vont nous écouter s'ils ont envie qu'on soit en paix, parce que je pense que tout le monde a cette envie de partager au maximum. Qu'est-ce que vous demandez donc dans cette manifestation du 25 février? donc le titre, c'est Non à toutes les guerres en cours, cessez-le-feu immédiat, non aux livraisons d'armes aux pays en guerre. Il faut peut-être que je sois un petit peu plus lent. Ça Non, va? c'est bon, on suit. Ouverture de négociations sous l'égide des Nations Unies. Non à la militarisation des relations internationales. Et faisons entendre partout les voix de la paix les vendredis 24 samedi et samedi 25 février 2023, virgule, et après. Je crois que c'est important de dire qu'il y a beaucoup de manifestations à l'initiative du mouvement de la paix, sans doute plus de 40, peut-être 50, dans la plupart des villes françaises. Je crois que c'est important de- et donc à Paris, bien sûr, on va être, on va être présent là, comme tu le disais tout à l'heure, près de Beaubourg. Mais c'est important que dans toute la France, il va y avoir quelque chose. Oui, on rappelle que c'est aussi ça fait un an que la guerre est déclarée Oui, en c'est ça. Ukraine, qu'on ne pas parti. Aujourd'hui, sur Public Sénat, il se posait la question en ce qui concerne les guerres mondiales. Il disait que c'était pas la première guerre mondiale, mais une guerre mondialisée. Et qu'est-ce que c'est qu'une guerre mondialisée? On n'est pas vraiment en guerre mondiale en ce moment. Et ça serait une guerre mondialisée.
Ce que je comptais, enfin, j'ai préparé un petit peu là ce que je pourrais dire. Donc, cité, il y a plus de 40 guerres chaudes actuellement dans le monde. Et parmi celles-ci, il y a l'Ukraine, qui occupe évidemment la première place dans tous nos médias. Mais malgré une propagande de guerre très importante, ce qui me paraissait important de dire, que si ces causes sont multiples et souvent lointaines, cela n'excuse en rien l'invasion par les Russes de l'Ukraine il y a un an. Ça pour dire que la guerre, de fait, elle a commencé il y a déjà un petit moment. Et donc, il faut se mobiliser pour obtenir de nos gouvernements qu'ils fassent en sorte que l'ONU intervienne comme c'est son rôle, quoi. C'est voilà Oui, un parce peu qu'il y aura d'autres l'esprit. manifestations des Ukrainiens, donc on voulait pas trop être ensemble. Voilà, c'est quand même, on rappelle que c'est à l'occasion de cette première Et année qu'on et qu'on- de début de guerre. et qu'on condamne, et qu'on condamne l'invasion. Le Oui. mouvement de la paix a tout de suite condamné l'invasion de Poutine en Ukraine. Et condamner la guerre Oui, Condamner la guerre. tout de suite. Et donc, c'est ça, je sais pas comment on peut le dire. Enfin, bon, quand même. Mais, il y a donc une autre manifestation 25 qui regroupe surtout des gens qui veulent, entre autres, la continuation et même l'extension des livraisons d'armes, c'est-à-dire qu'ils veulent encore alimenter la guerre. Mm. Nous, on dit il faut cesser de l'alimenter, c'est l'intérêt de tout le monde, parce qu'aucune guerre n'a jamais été gagnée, et surtout pas dans ces 50 dernières années. Enfin, Vous dites sur votre site il y a des jeunes aussi, un réseau de jeunes pour la paix. Où est-ce qu'ils oui. en sont les jeunes en ce moment pour la paix dans Alors, votre ouais, je association? pense qu'ils ne se sont pas exprimés malheureusement de manière très explicite. Mais ça fait partie des choses qu'on peut demander. Je pense que, comme un petit peu dans toutes les organisations, comme dans la plupart des têtes de nos compatriotes, et même au-delà, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de confusions. Il y a un tel matraquage pour dire c'est les Russes qui sont depuis longtemps, etc., etc. Il faut armer les Ukrainiens. J'étais encore hier soir dans une réunion de gens de bonne volonté, mais ils avaient ça en tête. Et donc, là, en tête, ils disaient il faut punir Poutine. Et pour le punir, il n'y a qu'une seule chose, c'est de lui envoyer des bombes. Il y a quand même malheureusement dans beaucoup de têtes euh, des propos un petit peu compliqués. Ouais, mais ça, moi, j'arrive pas à comprendre que les gens soient assez stupides pour se dire qu'on règle les problèmes avec une guerre. Je pense que les Bah, médias ont vraiment, sont vraiment les responsables de ce qui se passe au niveau du jugement des gens. Parce que comment on peut se dire que c'est bien qu'il y ait des morts d'un côté et de l'autre et que nous, on regarde à la télé les chars et les machins, les trucs. Je comprends pas, moi, franchement. bah, moi non plus. C'est Mais pour il y a ça eu qu'il des faut. manifestations en Allemagne, hein. Il y a eu de grosses manifestations pour la paix en Allemagne qui ne Mhm. sont pas, bien sûr, qui ne sont mais qui sont pas parues sur les médias traditionnels. On n'en parle pas. On ne Bah, parle que de faire la guerre. on a des partenaires en Allemagne avec qui on travaille pas mal. Des manifestations, il y en a eu aussi en Grande-Bretagne, il y en a eu aussi en Italie, il y en a eu aussi aux États-Unis. En Espagne, donc c'est celle que l'on connaît. Les autres, elles ont certaines, ça a dû avoir lieu dans d'autres pays, mais bon, on n'en a pas eu l'info, en tout cas pas tout de suite. Mais je pense que le matraquage français est un des plus monstrueux parce qu'on trouve sur la presse italienne comme sur la presse belge et parce que bon, il y a un site qui regroupe un certain nombre de choses. Donc on retrouve dans ces presses des choses beaucoup moins unilatérales que ce qu'on peut avoir en France. En France, tout le monde dit la même chose. Il faut punir Poutine, il faut militariser la France, le service national universel, etc., etc. C'est vrai que c'est un peu monstrueux.
Et il faut s'armer parce qu'on a peur d'être envahi. Voilà, c'est ça le problème. Absolument. C'est une course folle. C'est l'esprit guerrier qui prédomine actuellement avec une militarisation accrue. Et ce qu'on dit, ce qui est dans les têtes des gens, c'est celui qui gagne militairement qui est vainqueur et qui impose sa loi. On est contre ça. Même Jean-Baptiste Say, un économiste du 19e siècle, des guerres napoléoniennes, il disait qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Même celui qui croit avoir gagné la guerre ne, en fait, a des conséquences très néfastes sur son économie, sur son état d'esprit, etc. Donc, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est pas parce que, par exemple, l'Ukraine va complètement anéantir la Russie que c'est impossible de toute façon. Non, mais impossible et c'est pas dans l'esprit. Non, mais moi, ce qui m'étonne, c'est que s'il y a beaucoup de gens de nos âges, comme et nous, on l'a pas. Moi, je l'ai pas connu la guerre. Je suis née après. Donc, comment se fait-il que cette jeunesse n'ait pas conscience du danger? Oui. C'est virtuel, hein, pour eux. Moi, je suis de la génération de la guerre d'Algérie. Si je n'avais pas été sur ces terres, je serais parti là-bas, parce que je faisais des études. Mes deux frères, plus âgés que moi, ont fait la guerre d'Algérie. Et il y en a un qui est revenu dans un état tout à fait dramatique. Donc, c'est vrai, bon, ça nous fait remonter aux années 60. Oui, moi j'ai un oncle qui est revenu en permission de la guerre d'Algérie, je me rappelle, le jeune frère de mon père, et il s'était fait arracher un ongle du doigt de pied de manière à pas repartir. Et il a jamais voulu nous dire un mot de cette guerre, tellement c'était horrible, quoi. Donc voilà, et peut-être que c'est pour ça que je suis pacifiste, parce que je me dis non, tout sauf la guerre. Il y a forcément d'autres moyens en 2023 de régler les problèmes que de se canarder et de s'entretuer. Et voilà, je veux dire, ça me semble tellement logique. Mais on a retrouvé un peu ce mutisme chez les grands résistants. Euh, ce, donc, dans notre réseau du mouvement, il y a un certain nombre de résistants importants autour d'Aubrac, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont commencé à parler, et notamment à leurs petits-enfants, au moment de l'affaire Barbie, quand Barbie, non, c'est pas Barbie, c'est le français là, de Lyon. Enfin, non, c'est pas, non, non. Bon, bref, qui avait commencé à dire, mais moi, dans mon procès, je vais faire des révélations et vous allez voir, la résistance, c'est pas ce que vous pensiez. Et donc là, un certain nombre de résistants ont parlé et à leurs petits-enfants. C'est ça qui est intéressant. Et ils ont dit un peu ce qu'ils avaient fait. Mais pour la guerre d'Algérie, je pense être enfin, des trois ou quatre à avoir des idées précises sur ce que mon frère a vécu. Mais même sa femme, même ses enfants n'étaient pas au courant. Et enfin, j'ai évoqué cette part de sa vie lorsqu'il est décédé, et tous les gens qui pensaient bien le connaître autour de lui disaient, mais ça, on ne savait pas. Non, parce que je pense que c'était trop horrible. Franchement, C'est il trop baissait les horrible. yeux et il répondait pas. Enfin, il sait jamais. Il sait jamais. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette manifestation statique, dans ce rassemblement, on peut dire, du 25 février? Il y aura peut-être des gens qui vont nous rejoindre. On espère, et donc on a encore toute une semaine pour mobiliser, pour avoir le plus de monde possible. Ce qui est d'ailleurs pas facile enfin, disons, dans tous les contacts que j'ai pu faire et que d'autres ont pu faire, notamment Pierre-Olivier, parce qu'il y a toute cette mobilisation sur la retraite. Ça sera calme en tout cas, ça sera dans la paix et dans la bonne humeur. Pierre-Olivier, tu nous vois, on te voit pas, nous, on voit que tu es là, mais est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous vois? Oui, Ah, on je te vous voit. entends, je vous vois, je m'excuse de mon retard. C'est pas grave. Pierre-Olivier Poyard, donc, qui a écrit Oser la paix aux éditions Le Temps des Cerises en 2021. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est d'oser la paix. Bonjour Pierre. Oui. Bonjour, vaste programme. Donc toi, tu es, je crois, dans les Vosges. Oui, j'habite dans les Vosges, même si je suis franc-comtois. Donc Pierre-Olivier, lui, il est plus aussi, il s'occupe aussi du Facebook, hein, je crois, du mouvement de la paix.
Pas vraiment, j'ai juste fait l'événement Facebook. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre l'événement Facebook. Pour ce faire, c'est très facile. Vous tapez dans événements, donc vous cherchez dans le cadre des événements Facebook, vous tapez Rassemblement pour la paix et vous allez tomber directement dessus. D'accord, Donc, je vous invite à venir sur le Facebook et à rejoindre l'événement. d'accord. Quand on disait qu'il Parfait. n'y avait pas de jeunes, et ben quand même, on en a un là. On est content. Parce que je me plaignais qu'on était quand même pas mal de gens d'un certain âge, d'un âge certain, qui étaient dans le mouvement et j'avais l'impression que ça intéressait pas trop les jeunes. Je me posais des questions justement sur le réseau des jeunes pour la paix. Est-ce que tu en sais un peu plus? Je ne sais pas si je suis très jeune, mais j'ai déjà des enfants, alors je suis peut-être passé Il y du a des gens côté. plus âgés que toi. Ouais, Oui. quand même plus jeunes que nous, hein. Alors les jeunes au lycée où je travaille m'appellent monsieur et me disent, ah, vous avez l'âge de mes parents, monsieur. Et donc oui, mais en tout cas, j'ai demandé à mes amis d'adhérer au Mouvement de la paix, donc il y en a une dizaine de plus sur la région parisienne et puis d'autres personnes qu'on a rencontrées. Donc voilà, après chacun peut faire adhérer ses amis. Demander à ses enfants de rejoindre le mouvement de la paix, à ses petits-enfants, à ses voisins, et c'est comme ça qu'il y aura plus de personnes plus jeunes. Et si vous allez sur le site du Mouvement de la paix, il y a 8 points constitutifs, dont un qui est mesures favorisant l'éducation à la paix. Ça serait bien que dans les écoles, on éduque à la paix. Est-ce que ça se fait dans les écoles, Pierre-Olivier? Alors, en France, ça ne se fait pas. C'est totalement en dehors des clous par rapport aux préconisations d'éducation nationale. Moi, je suis dans l'enseignement agricole, mais c'est pareil. Et donc, en fait, on considère à l'éducation nationale que, par exemple, les engagements de la France au niveau international ne sont que dans le cadre de son bon vouloir et que dans le cadre de ce que le gouvernement français veut bien mettre en place. Or, le droit international s'applique quel que soit le bon vouloir du gouvernement français. Par exemple, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires s'applique aujourd'hui. Les armes nucléaires sont interdites. Même si le gouvernement français ne veut pas l'appliquer, il s'applique. Donc, c'est aux citoyens français de s'en emparer pour le promouvoir, mais en droit international, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires s'applique, par exemple. Euh, Aussi, on a aussi une autre question qui nous préoccupe beaucoup au moment de la paix, c'est ce qu'on appelle la culture de la paix. Alors, la culture de la paix est promue au niveau international via les instances des Nations Unies et dans un certain nombre de pays du monde. On a notre ami David Legui qui est passé par le Costa Rica et là-bas, il a participé à l'Université de la paix, dont le slogan est Si tu veux la paix, prépare la paix. Ah oui. Et donc, il y a certains pays du monde qui sont très engagés dans la culture de la paix. Le Venezuela, la Bolivie sont engagés dans la culture de la paix, mais le gouvernement français n'est pas engagé dans la culture de la paix. Donc, voilà, mais pourtant, ça s'applique depuis 1999. Alors, certes, en 1999, les représentants du gouvernement américain, quand on leur a demandé s'ils voulaient mettre en place une culture de la paix, ils ont dit non. Ils ont dit non, non, on ne veut pas mettre en place la culture de la paix parce que si on vous dit qu'on est pour la culture de la paix, après, comment on va faire pour déclarer des guerres? Bah oui. Donc voilà. Après, les dirigeants européens, ils sont toujours beaucoup plus hypocrites parce que eux, quand on leur a demandé leur avis, ils sont abstenus. Et en fait, ils veulent pas la mettre en place. Mais c'est toujours le problème, c'est nous. Qu'est-ce qu'on fait en tant que citoyen, en tant que personne? Chacun d'entre nous a un pouvoir d'action, un pouvoir d'agir. Même si on nous explique dans les grands médias que de toute façon, on peut aller manifester, ça sert à rien. J'ai même des collègues qui expliquent ça à mes élèves. Ils disent, n'allez pas manifester, ça sert à rien. Donc, ben, si, ça sert toujours d'aller manifester, ça peut faire changer les choses. Et c'est que par le pouvoir citoyen qu'on fait changer les choses. Oui, et puis je Ouais. continue de penser qu'on peut manifester qu'on n'est pas pour la guerre, quoi. Je veux dire qu'on est pour la paix, puisque tout le monde semble être pour la guerre. On peut montrer qu'il y en a certains qui ne sont pas d'accord. Voilà. Et Rappeler ben, qu'on peut Je crois que c'est important. Oh, pardon. Ouais, Je crois vas-y. que c'est important ce qui vient d'être dit parce que on nous dit mais à quoi ça sert enfin, de vos manifestations, vos initiatives, etc.
Alors moi, généralement, je réponds d'abord, si on n'intervenait pas d'une manière ou d'une autre aussi souvent qu'on le souhaite, quelle serait la situation si on n'avait pas manifesté sur un certain nombre de sujets? Par exemple, de la guerre d'Irak il y a 20 ans, il y a eu énormément de mobilisation. Je crois que c'est les dernières très grandes mobilisations qui ont eu lieu dans le monde. Et je pense que là, l'OTAN et les États-Unis ont dû enfin, n'ont pas pu ne pas le remarquer. Donc actuellement, tout le monde fait profil bas. Mais si on veut que les Nations Unies évoluent vers plus de paix, plus de démocratie, contre, par exemple, le droit de veto des 5 pays dotés de l'arme nucléaire, etc., enfin de 5 sur les 9, c'est à nous, citoyens, de nous engager auprès de nos maires, auprès de nos députés, de nos sénateurs, de bombarder pacifiquement, certes, nos ministres de nos demandes. Là, on me signalait il y a 2 heures qu'il y avait eu une émission sur l'Ukraine sur France 2, je crois, qui était uniquement consacrée à la promotion de la militarisation de l'action contre les Russes. Donc, moi, j'ai dit à celui qui avait écrit, enfin, qui relatait ça, qui avait écrit à la présentatrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est très connue, mais d'alerter Radio France, tous les médiateurs, etc., pour dire c'est un scandale que si on parle de la guerre d'Ukraine, on ne fait parler que des bellicistes. Euh, donc là, ce serait bien qu'il y ait des pétitions contre eux pour leur dire laissez un temps d'antenne à ceux qui ne sont pas d'accord avec la démilitarisation. Pour la guerre en Irak, on avait encore le mur de la paix qui se sont bien, qu'ils ont fini par faire descendre. Donc c'est vrai on n'est pas parti en Irak dans la mesure où la France, l'Allemagne et la Russie, on rappelle à l'époque, on dit non. Hein, donc ils étaient quand même ensemble. Là, on a encore l'Allemagne et la France. On a perdu la Russie dans l'histoire. Donc comprenne qui pourra, mais reconstruisons à notre façon notre mur de la paix en se montrant nous comme des pavés, hein, dans cette mare de sang là, en disant que nous on n'en veut pas. Voilà. Parce que J'aime franchement, bien l'expression. ouais. Bon, mon retard est dû à une rencontre que j'ai fait avec un ami éditeur de Nancy. Et en fait, on est en train de travailler sur une interpellation du monde de la culture par rapport à cette guerre en Europe qui est extrêmement préoccupante, hein. Kiev, c'est à 2000 kilomètres de Paris. 3 heures d'avion. Ouais. Strasbourg, c'est à 1500 kilomètres de Kiev. Donc, c'est bien une guerre au cœur de l'Europe, en fait. C'est extrêmement grave. Donc, on se rappelait que la situation en 1914, il y a un écrivain qui a eu le prix Nobel de littérature, Romain Roland, qui a écrit un texte Au-dessus de la mêlée. Eh ben, je crois qu'aujourd'hui, c'est bien la question, en fait. La question, c'est pas le camp des Russes ou le camp des Ukrainiens ou le camp de l'OTAN ou le camp de je ne sais qui. La question, c'est le camp de la paix, en fait. C'est ceux qui refusent la guerre. C'est ceux qui refusent que à chaque seconde, à chaque minute qui passe, à chaque heure qui passe, c'est des morts en plus. En fait, il y a ce que je trouve le plus hypocrite et le plus scandaleux, c'est ces gens qui prétendent défendre le peuple ukrainien en soutenant la guerre, mais plus la guerre continue, plus les Ukrainiens meurent. Je disais dans l'Est républicain, là, chez mes parents, dans le Doubs, qui sont abonnés, très bon journal, l'Est républicain. Il y avait un article qui relatait l'expression de généraux de l'armée française qui dénombraient 200 000 morts du côté ukrainien, 100 000 morts du côté russe. Il y a 2 fois plus de morts ukrainiens que russes. Donc plus la guerre continue, plus on tue des Ukrainiens en fait. Surtout des civils. Des civils, des militaires, mais en tout cas, les Ukrainiens meurent de manière massive.
Donc les véritables amis de l'Ukraine, comme d'ailleurs les véritables amis de la Russie, sont pour la paix. Ils sont pas pour que les gens meurent, en fait. Euh, Moi, j'ai fait mon catéchisme quand j'étais petit. Au catéchisme, on m'a appris tu ne tueras point. On m'a appris aussi que tous les hommes, toutes les femmes, tous les êtres humains étaient frères et sœurs. Donc, de quel droit certains peuvent se donner le droit de soutenir et de laisser faire que d'autres hommes, que des hommes tuent d'autres hommes, quoi. Je ne comprendrai jamais ça. Oui, puis il y a la question financière, 112 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine donnée par l'OTAN, alors qu'on a des problèmes, nous, en France et dans tous les pays. Je veux dire, il y a aussi ce côté financier. Bon, ça, c'est encore autre chose. Il va falloir reconstruire. Donc, à qui profite le crime? Bon, ça, tout le monde le sait, que les guerres, ça ne profite pas au peuple. Ça, c'est clair. Mais au-delà, dans la continuité de la remarque sur les plus de 100 milliards de dollars déjà engagés pour fournir des armements et un peu de reconstruction, ça veut dire que l'Ukraine va être complètement endettée pour des dizaines d'années, c'est-à-dire qu'elle va être sous la coupe de ses maîtres actuels, c'est-à-dire l'OTAN, qui vont imposer un certain nombre de choses. Je lisais là un texte de gens qu'on considère comme des gens sérieux qui disaient que des étrangers, et notamment allemands ou états-uniens, avaient acheté des terres, donc des terres, paraît-il, parmi les plus riches du monde, le Tchernozone, l'équivalent de l'ensemble des terres arables de bonne qualité du Portugal ou de ça. C'est-à-dire qu'on est sur des millions d'hectares qui ont été rachetés par des étrangers. Donc, je crois que c'est important à montrer que ce n'est pas des questions de principe. Dire qu'il faut abattre le terroriste ou enfin bon, Poutine, le nouveau Raspoutine, etc., le diable. La question, c'est l'Ukraine est en coupe réglée par les pays, par les pays de l'Union européenne, etc., qui prétendent la défendre. Et ça, c'est l'OTAN. Mais ça, il faut jamais euh, négliger de dénoncer l'OTAN dans cette affaire. C'est une guerre de la Russie contre l'OTAN, Ouais, sans ou parler de de l'Ukraine, l'OTAN contre la Russie. oui, sans parler de l'Ukraine, on peut regarder ce qui se passe en Syrie, quoi. Je veux dire, ils ne se Ah remontent bah, pas. Les gens ne s'en remontent pas. Donc, ce c'est qui vraiment s'est passé en question Irak, d'éducation. ce qui s'est passé en Afghanistan, il y a le Yémen, il y a la Libye, il y a, etc., etc. Voilà. Malheureusement, les exemples sont extrêmement nombreux et Et on je ne peut pense pas qu'ils ont ne pas besoin en de parler. l'approbation des peuples. C'est pour ça qu'on fait cette émission. J'espère qu'elle ne sera pas censurée sur YouTube. On parle de censure. Moi, je vais quand même, j'aimerais vous parler de deux choses, ce qu'on appelle la propagande de guerre et ce qu'on appelle la censure de guerre, ce que j'appelle la censure de guerre. En fait, on se trouve exactement dans une situation de propagande de guerre. Tout à l'heure, j'écoutais la radio que j'écoute en bon personnel de l'État et de l'enseignement agricole et de l'éducation nationale. France Inter, la radio des profs. C'est ce que me disent mes élèves. Et, et donc, j'écoutais France Inter. Alors, reportage de quelques minutes. Donc, ils ont interviewé une femme qui présentait avoir une centaine d'années. Donc, ils ont réussi à placer tous les mots-clés suivants dans leur petite intervention. Guerre contre le totalitarisme. Poutine égale Staline. Poutine égale Hitler. Euh, Ils ont parlé de la famine de 1933 et qu'aujourd'hui c'était la même chose, donc des amalgames historiques vraiment très très étonnants. Ils ont fait ça en quelques minutes, mais je me dis, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. On est dans le cadre vraiment de la propagande de guerre qui est dénoncée par Anne Morelli dans son travail sur les 10 principes de la propagande de guerre. C'est hallucinant, quoi. On vous dit que c'est une guerre entre le totalitarisme et la démocratie. Et en France, nous sommes dans le cadre non seulement de cette propagande, mais de la censure de guerre. Avec mon ami éditeur, on parlait tout à l'heure de Ségolène Royal.
Ségolène Royal qui a osé dire qu'il fallait négocier, voilà, ce que en fait tout le monde fait tout le temps. C'est dans le cas des Nations Unies, toutes les diplomaties du monde négocient tout le temps. Tout le monde se rencontre tout le temps. Il y a des liens permanents entre toutes les diplomaties du monde. Ça, les gens n'en ont pas conscience, mais tout le monde négocie avec tout le monde discute avec tout le monde aux Nations Unies à New York. Il n'y a aucun moment avec les Nations Unies où les diplomaties ne sont pas en contact, hein. À condition qu'on garde nos diplomates, ce que voudrait faire disparaître Emmanuel Macron. Oui, oui, ça c'est un grave problème important. Mais en France, on est complètement dans une situation de censure de guerre. Nous, pacifistes, je te remercie que tu discutes avec nous actuellement, mais nous, pacifistes, nous sommes reçus dans... Je parlais de France Inter. Jamais un pacifiste n'a été reçu à France Inter, moi qui écoute souvent France Inter. Il y a Jamais, longtemps. Il y a longtemps. jamais, jamais. Ces gens ne nous reçoivent pas, il faut comme si nous n'existions pas. C'est pour ça que c'est vraiment un événement, le 25 février, à côté de Beaubourg, place Edmond Michelet, c'est un événement important. C'est pour ça que nous voulons en faire vraiment un événement important, qu'on puisse sortir de cette censure de guerre, de cette propagande de guerre qui nous a assénés à tous les mondes. Moi, j'ai vraiment l'impression de ne pas être dans un pays libre. Voilà, je suis secrétaire national du Mouvement de la Paix, première organisation pacifiste de France, et on ne me donne pas la parole. Je trouve ça vraiment dramatique. Oui, mais s'il n'y avait que ça, s'il y avait que la guerre, il n'y a pas que la censure sur la guerre, malheureusement, en France. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, On veut médiatiser le mouvement de la paix. Je voudrais quand même qu'on parle de Planète Paix. C'est quand même oui, une revue pacifiste qui a plus de 70 ans, qui résiste malgré toutes les pressions et qui est fait par des bénévoles. Et donc, effectivement, c'est très peu lu. C'est 1200 abonnés seulement. Donc, c'est très, très peu lu. Mais il n'empêche que quand je donne cette revue à plein de gens, au maximum que puisse le faire, eh bien, elle est Très apprécié. très appréciée. Donc, et les thèmes, c'est super. Si tu veux la paix, prépare la paix. Non à la spirale de la mort. Économie de guerre, prédatrice de richesse, etc. Et on a des articles formidables, pas que des gens du mouvement de la paix. donc, on rappelle que c'est le samedi 25 février pour Paris. Il y a des choses aussi le 24 et je ne sais pas où c'est. Sur le site du Mouvement de la Paix, il y a la liste de toutes les initiatives. J'ai regardé il y a 2-3 jours, il devait y en avoir plus de 40. Donc maintenant, et d'ici au 24-25, il y en aura certainement plus de 60, 70 peut-être. Donc ce sont des initiatives, des rassemblements ou des manifestations qui auront lieu en fonction des disponibilités locales, des habitudes locales, etc., soit le 24 dans la soirée, soit le 25, soit le 26. Donc, je crois qu'il faut que nos auditeurs se renseignent sur leur ville. Ils peuvent se renseigner sur le site du Mouvement de la Paix, où ils peuvent appeler le Mouvement de la Paix, si par exemple une ville ne nous a pas encore donné l'information, donc qu'ils appellent au Mouvement de la Paix de manière à ce que l'on donne la bonne information. Pour faire un petit peu de publicité pour le Mouvement de la Paix, je crois que le Mouvement de la Paix est un mouvement où les comités locaux, qui sont la base de notre activité, sont extrêmement dynamiques et extrêmement productifs. Donc, c'est quelque chose d'important. On a des partenaires, on a comme partenaires un grand nombre d'associations, de partis politiques, de syndicats. On a créé il y a plusieurs années un organisme qui s'appelle En marche pour la paix. Donc on a commencé, je crois, on était à peu près 70. On a dépassé assez vite le chiffre de 100, 150, et maintenant on a dépassé le chiffre de 200 organisations françaises partenaires donc En Marche pour la Paix, partenaires du mouvement, et nous travaillons tous ensemble, ce qui permet justement d'affiner les analyses, d'être les plus adaptés possibles aux demandes de nos concitoyens comme de nos partenaires. Je crois que c'est un des points importants sur la démocratie au sein du mouvement de la paix.
Et cette pétition qui va être dans la description de la vidéo, qu'il serait bien de signer et de partager, et que tous les gens qui partagent repartagent, de manière à pouvoir montrer quand même qu'on n'est pas tous à vouloir la guerre. Bien sûr. Oui, c'est pour ceux qui auraient envie d'adhérer au mouvement. Il y a une façon aussi de devenir membre, parce que c'est une association, loi 1901, à but non lucratif. Donc, si vous voulez aider ou montrer votre adhésion au mouvement de la paix, c'est faisable aussi sur le site. Je pense qu'il faut qu'on insiste sur ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire, si vous êtes d'accord avec nous, adhérez. Ouais. Si dans votre ville ou dans votre quartier, il n'y a pas encore de comité, il suffit d'être 3 pour créer un comité du mouvement de la paix. Donc, ce qui est important dans la situation difficile actuelle, c'est que nous ayons tous, les militants de la paix, nous ayons tous les moyens de faire entendre notre voix. Je crois que c'est un message extrêmement important à faire passer. Ouais, Pierre-Olivier, tu dirais que si vous êtes 2 ou 3 à vous réunir en mon nom, Pierre-Olivier, Oui, si vous êtes 2 ou 3 à vous réunir en mon nom, puisque tu as fait ton catéchisme, les gens comprennent. oui, effectivement, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant au moment de la paix, c'est que il y a des gens qui viennent de différents horizons politiques, religieux, et on est vraiment tous rassemblés pour faire avancer la paix. Et ça, c'est très important. Donc, moi, j'ai fait du catéchisme et je suis catholique et je le revendique. Et voilà, parce que, en fait, dans notre conception de la paix, il y a une conception d'universalisme, d'universalité. Voilà, nous, on considère que il n'y a pas, en fait, tout. Il y a aussi une notion d'humanisme. C'est que, en fait, la paix, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut être artisan de paix. Et si on se rassemble, c'est comme ça qu'on la fera. Je ne sais pas comment dire d'autre, c'est un peu bateau, mais je le revendique. J'ai dit de manière un peu bateau, mais je le revendique totalement. Ouais, mais vous avez, Alors, je crois aussi avec vous, je sais plus comment s'appelle ce mouvement, mais sans Dieu ni maître, là, comment il s'appelle? C'est une radio. L'Union pacifiste. l'Union L'Union pacifiste, pacifiste, on qui n'est pas du tout branchée sur les mêmes longueurs d'onde, mais qui est quand même dans la même direction. mais avec qui on travaille beaucoup. Par exemple, on les a vus hier, des responsables de l'Union pacifiste, qui disaient que, enfin, une des spécialités de l'Union pacifiste, c'est l'accueil des, c'est-à-dire des déserteurs, des objecteurs de conscience, etc. Et ils disent, nous, on facilite chaque fois qu'on le peut, en France ou dans d'autres pays, avec nos partenaires dans d'autres pays, aussi bien les objecteurs de conscience russes que les objecteurs de conscience ukrainiens. Et donc, il y a toute une mobilisation à ce sujet, et l'Union pacifiste fait partie de nos partenaires proches. Alors, on n'est pas d'accord sur tout, sinon on serait tous soit à l'UPF, soit au mouvement de la paix, mais sur les problèmes de fond, on est totalement d'accord. Pour juste on parlait Pierre-Olivier parlait tout à l'heure des catholiques et de ça. Dans le dernier numéro de Planète Paix, le titre à la une, c'est Non à la spirale de la mort. C'est un clin d'œil à une des déclarations du pape François, qui, dans son homélie, je ne sais pas à quelle, en Afrique, a dit textuellement, ouvrez les guillemets, non à la spirale de la mort. Bon, l'expression nous a beaucoup plu et on espère qu'elle elle inspirera un certain nombre de catholiques à venir nous rejoindre euh, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à se battre pour la paix. Oui, et puis sur la bannière, il y a quand même quelques conneries les guerres. C'est une vieille maxime des années, je sais pas, 70, 60. C'est un vieux, même avant, je crois. Hein. Bon, oui, moi je dirais que Et, ça remonte aux années 60, mais c'est Jacques Prévert, quoi. Et tout le monde le connaît, Jacques Prévert. Il y a beaucoup de collèges, d'écoles primaires qui s'appellent Jacques Prévert. Donc ça peut inspirer. mais ça, c'est vraiment très important pour nous au moment de la paix, en fait. C'est que si on veut vraiment construire la paix ensemble, il faut aller au-delà des divergences et des différences.
c'est très important dans ce qu'on appelle la culture de la paix. Voilà, dans notre pays, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des musulmans, des bouddhistes, je ne sais quoi encore. Les Quakers, Voilà, et Oui, des on athées. travaille avec les Quakers d'ailleurs. Voilà. Contre le salon eurosatorique, comme ils sont contre le commerce des armes, nous travaillons avec les Quakers, par oui, exemple, ils et les sont- Ménonites, par exemple. Voilà, dans notre pays, on a des homos, des hétéros, je ne sais pas quoi d'autre en termes de LGBT. Dans notre pays, on a des gens qui sont de droite, de gauche, des communistes, des écologistes, des socialistes, de toute, euh, de toute pensée politique. Dans notre pays, on a des gens qui sont syndiqués ou qui sont pas syndiqués. Pas beaucoup de gens qui sont syndiqués, d'ailleurs, ce qui est quand même, on est plutôt une exception en Europe. Il y a des gens dans différents syndicats, à la CGT, à la FSU, ou je ne sais où, à la CFDT, je ne sais pas où. Et l'idée, c'est vraiment que, au mouvement de la paix, nous, on considère que chaque engagement, en fait, en tant que citoyen, est respectable. Dans nos mobilisations, dans nos manifestations, effectivement, dans un cadre démocratique et non violent. Donc, on va accepter des gens qui sont engagés dans des partis politiques, dans des syndicats, dans des associations, dans des églises. Parce que, en fait, c'est ça qui va nous permettre de construire la paix. C'est tous ensemble qu'on va la construire en dépensant nos divergences et nos différences. Et c'est l'une des différences qu'il peut y avoir entre les manifestations du mouvement de la paix et d'autres organisations où ils vont dire, ah ben non, dans notre mobilisation, on veut pas de syndicats ou pas de partis politiques ou pas je ne sais pas quoi. Mais peu importe où les gens sont engagés. S'ils partagent les objectifs de la mobilisation, s'ils viennent pour se mobiliser avec nous pour la paix, il n'y a strictement aucun problème, dans un cadre démocratique et non violent. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez dire alors, Yves-Jean Gallas, pour clôturer? Je veux dire, la mobilisation pour la paix est certainement actuellement la mobilisation qui est la plus importante. Alors, non seulement pour la paix internationale, mais également pour la paix sociale. Je crois euh, il ne faut pas l'oublier. Donc actuellement, il y a un certain nombre de mobilisations sur des revendications sociales qui représentent 70% semble-t-il, de la population. Mais quand on interroge autour de nous sur la situation, notamment en Ukraine, mais c'est aussi le Yémen, c'est la Corne de l'Afrique, ça a été l'Afghanistan, etc. Très peu de gens disent qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Ce qui, il faut qu'on passe à une étape supérieure, là, actuellement, c'est-à-dire qu'on soit les plus nombreux possibles à exiger de nos gouvernements, en France mais aussi ailleurs, pour qu'ils interviennent réellement pour la paix contre cette escalade de la guerre au travers du commerce des armes, pour la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. De plus en plus, on entend des voix qui disent que la situation dans l'Est de l'Europe ne peut se terminer que par des bombardements nucléaires. On l'entend, ça. Que ce soit dit, c'est horrible. Il semble, là, mais je n'ai pas confirmation, qu'il y a quelques jours, là, dans une conférence des ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN, il a été décidé, que si une action de l'OTAN était décidée, ce serait plus à l'unanimité, mais à la simple majorité, et que la directive d'origine de l'OTAN, qui est de dire qu'elle ne pourrait intervenir que si un pays de l'OTAN est concerné par exemple, une attaque, une action de guerre contre elle, même n'étant pas dans l'OTAN, l'OTAN pourrait intervenir. Donc là, on voit que l'OTAN se met en position d'intervenir directement en transformant les, ces statuts en place depuis la création. Je crois qu'il faut qu'on soit, mais ce n'est pas des centaines, c'est des milliers, des millions. Il y a eu l'APEC de Stockholm en 1950 ou 51, qui est sans doute l'appel qui a eu le plus de signatures de le monde.
On ne sait pas si c'est entre 200 ou 300 millions de signataires dans le monde. Donc, contre la guerre, enfin, contre l'arme atomique, c'était au moment de la guerre de Corée, il faudrait que dans le monde, sur des revendications d'appel à la paix, nous soyons aussi des millions pour l'exiger de nos gouvernements. C'est la seule méthode qui permettra d'obtenir cette revendication qui devrait être normale. Et ce serait et c'est aussi la seule méthode pour obtenir des Nations Unies des réformes indispensables, comme par exemple la réforme du Conseil de sécurité et l'abandon de cette possibilité de veto des 5 principales puissances atomiques du monde. Je crois que s'il y a un appel à faire, c'est qu'il y a urgence parce que de plus en plus s'accumulent dans l'est de notre continent des nuages noirs qui pourraient signifier à terme la fin de notre humanité, et au moins il suffit de quelques bombes atomiques pour causer des centaines de millions de morts et puis de mettre complètement à mal l'ensemble de l'écosystème et du climat mondial. Donc, il y aura les morts immédiats, mais il y aura aussi tous les morts de faim un peu partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle l'hiver nucléaire. Donc, il y a urgence là actuellement à se mobiliser tous pour la paix, pour l'arrêt immédiate de la guerre, pour la cessation des livraisons d'armes et l'appel aux négociations. Pierre-Olivier? Alors moi, je vais conclure en disant ça. Pour les pouvoirs autoritaires, en fait, quels qu'ils soient, on nous explique toujours que de toute façon, les citoyens n'ont pas de pouvoir, que ce qu'on fait ne sert à rien. Et ça, c'est évidemment ce qu'ils veulent nous faire croire. Nous avons tous, en tant qu'individus, en tant que citoyens, un pouvoir, une liberté. Et la liberté, elle ne s'use que si on ne s'en sert pas. Et je crois que c'est vraiment le moment ou jamais pour se mobiliser pour la paix. Parce que il est possible, comme l'a dit très bien Yves Jean, que dans quelques temps, il soit vraiment trop tard, quoi. Moi, j'ai deux petites filles. J'ai une petite fille de 5 ans, une petite fille de 9 ans. C'est pour elles que je suis là, c'est pour elles que je me bats au mouvement de la paix, pour qu'elles aient un avenir sur cette terre. Et j'invite tous les gens qui ont des enfants bien les regarder et à se dire euh, que, en fait, ils peuvent faire quelque chose et que s'ils ne font rien, leurs enfants vont leur reprocher très rapidement leur reprocher de n'avoir rien fait. Donc s'il y a un moment où il faut se mobiliser contre la guerre, c'est maintenant. Ça fait déjà 1 an que la guerre dure en Ukraine. Il y a au moins 300 000 personnes qui ont été tuées. C'est énorme, en fait. On est revenu aux guerres de tranchées, c'est 1914. Et voilà, les gens doivent se réveiller. Franchement, c'est extrêmement grave. Et ce 25 février, c'est vrai, je me pense que ce sera un moment historique important. Et on se souviendra des gens qui auront été à Paris le 25 février à 15 heures à côté de Beaubourg, place Edmond Michelet. Comme on se souvient aujourd'hui de Romain Roland, on se souviendra des gens qui seront le 25 février à 15 heures à côté de Beaubourg à Paris. Merci beaucoup, Pierre-Olivier Poyat. Peut-être un mot de la femme de Yves-Jean Gallas. Oui, il a dit beaucoup de choses. Mais moi, en tant que grand-mère, je veux laisser effectivement une belle planète qui a quand même encore des milliards d'années normalement de vie, sans l'abîmer par les conséquences désastreuses des activités humaines et la plus désastreuse qui soit, c'est-à-dire celle qui, qui consiste en les guerres, qui pillent, qui polluent, etc. Donc, je reprendrai un mot de Stéphane Hessel qui a dit, certes, indignez-vous. Et en ce moment, on ne fait que s'indigner, mais toujours dans un même sens, mais qui a écrit après, engagez-vous. Et quand on réécoute sa dernière interview avec sa femme, Christiane, eh bien, il disait, le plus important, c'est l'action. Voilà. Ouais, une action pacifiste. Voilà, une action pacifiste, non violente. Bien sûr. Parce que ce qui est important aussi, ce qu'on n'a peut-être pas souligné là, c'est qu'il y a des forces militaires, évidemment, mais il y a aussi les forces d'humiliation
Et Bertrand Badi l'a bien dit. Quand on gagne une guerre, il ne faut pas humilier son adversaire, l'homme, la personne qui est vaincue, l'État qui est vaincu, parce que c'est source de génération d'une nouvelle guerre. Donc attention, là on ne fait qu'humilier Poutine, par exemple, en l'occurrence, mais le principe c'est ça, de toute guerre, c'est d'humilier le vaincu. Et c'est ça qu'il faut changer de paradigme. Pour l'instant, il n'est pas encore vaincu. Pour l'instant, il n'y a Non, pas encore de vainqueur. Ce qui serait bien, c'est non. que Il justement, n'y en a aucun. Il n'y en aura aucun. Merci à vous.